Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Ravard. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor et il est avec nous en direct en ce 10 mai. On en dira peut-être un petit mot du 10 mai tout à l'heure. Bonjour Antoine Ravard. Bonjour à toutes et tous. Voilà, le 10 mai, c'est un peu symbolique. En 1981, c'était François Mitterrand, c'était le premier président socialiste de la Ve République. Alors j'imagine que vous étiez peut-être bien jeune le 10 mai 1981. J'étais loin d'être né, moi, le 10 mai 1981, parce que je suis né 12 ans plus tard. 12 ans plus Juste tard. avant la fin du mandat de François Mitterrand, mais effectivement, ça reste une date historique pour le Parti Socialiste, pour les militants de gauche. Mais en vérité, ça reste une date historique pour la France, que ça a été le début de 14 années de progrès social. Et quand on voit ce qui se passe ces dernières années, je crois qu'on regrette amèrement ces années de socialisme à la tête de l'État français. François Mitterrand, donc voilà, qui accède au pouvoir à 10 mai 1981. Alors, on est bien longtemps après, on va parler de politique un peu plus récente. Hier, Gabriel Attal était en visite dans le Morbihan. La campagne de la majorité présidentielle, en tout cas campagne électorale pour les élections européennes, patine un petit peu. D'un autre côté, on voit le Parti Socialiste et Place Publique avec la liste de Raphaël Glucksmann prendre un peu de hauteur. Est-ce que vous espérez de passer devant finalement Renaissance, Renew comme on en dit? On espère toujours terminer le plus haut possible une élection. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement, je me déplace beaucoup avec Raphaël Glucksmann, avec les autres candidats partout en France, et je le vois aussi ici. J'étais au marché de Lamballe hier, là, je serai juste après au marché de Jugon-les-Lacs, mais j'étais aussi avec le candidat à Nantes, à Amiens, à Bordeaux. On voit que partout, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Et pourquoi ? Parce que Raphaël Glucksmann fait le choix de parler à l'intelligence des Françaises et des Français dans cette campagne. Ça fait des années, malheureusement, et il y en a encore sur la scène politique dans cette élection européenne, qui ne parlent que de radicalité, qui font tout pour violenter la vie publique et le débat public, pour tendre la société, pour la fracturer. Avec Raphaël Glucksmann, on fait le pari inverse, c'est celui de parler du sujet de l'élection. Le sujet de l'élection, c'est quelle Europe voulons-nous ? Et Raphaël Glucksmann, il leur parle aux Françaises et aux Français, et les militants du Parti Socialiste font pareil sur le terrain, de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, de la production économique en Europe, du progrès social en Europe, des droits humains en Europe, de la place de l'Europe dans le monde et de son rôle dans la guerre en Ukraine, de son rôle dans la résolution que l'on espère tant du conflit entre Israël et Gaza. Et on voit finalement que face à des discours mensongers, outranciers, eh bien, parler à l'intelligence collective, ça fonctionne. Et ça fait du bien, franchement. Alors, il faut réveiller l'Europe, hein, c'est le titre aussi de la liste, l'intitulé de la liste de Raphaël Glucksmann. Est-ce que l'Europe est une belle endormie, finalement, aujourd'hui, et ne correspond pas aux attentes des citoyens, alors français et plus largement européens? Oui, nous, on a coutume de dire que l'Europe, c'est une adolescente aujourd'hui, et qu'elle doit devenir adulte. Pourquoi on dit ça ? Parce que l'Europe, c'est un projet fabuleux à ses origines. Mais aujourd'hui, nous, Européennes, Européens, par la force des choses, parce que nos dirigeants sont finalement les derniers fidèles d'une religion à laquelle plus personne ne croit, le néolibéralisme, nous sommes devenus un continent de consommateurs. On consomme de la sécurité produite aux États-Unis, on consomme des biens manufacturés produits en Chine, on consomme des médicaments produits en Inde, mais on ne produit plus chez nous et on a perdu notre souveraineté. On consomme aussi de l'énergie produite dans des régimes bien souvent dictatoriaux et qui pour certains sont même nos ennemis, comme la Russie ou l'Azerbaïdjan. On pense au gaz, évidemment. Évidemment au gaz russe. Donc, je rappelle qu'il continue de représenter, même aujourd'hui en pleine guerre, 15% du gaz consommé en France, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu la capacité, parce qu'il n'y avait pas eu d'anticipation pour avoir des alternatives dans un délai rapide. Donc il faut que l'Europe passe à l'âge adulte. Pour mieux protéger les Françaises et les Français, il faut produire de la sécurité ici. C'est ce que nous proposons avec un fonds d'investissement dans la défense de 100 milliards d'euros par an pour que l'Europe se dote enfin d'une défense. Évidemment, nous resterons alliés aux États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit pas de changer nos alliances, mais de dire que nous pouvons nous défendre seuls. Et dans cela, la France a évidemment un rôle crucial à jouer, puisqu'elle est la première armée de l'Union européenne. Et puis, devenir adulte, c'est aussi produire de l'énergie ici, donc installer des énergies renouvelables, utiliser le nucléaire tel qu'il existe aussi, dans un mix nucléaire renouvelable, avec l'objectif de la disparition
des énergies fossiles. Et c'est aussi évidemment réindustrialiser l'Europe en commençant par les territoires qui, eux, ont connu la désindustrialisation, qui ont connu des pertes d'emplois, qui ont connu une forme de déshérence. On va réindustrialiser l'Europe pour nous redonner de la puissance et pour donner de la fierté à ces territoires. Alors, je reviens sur cette visite de Gabriel Attal en Bretagne, avec cette crainte du Rassemblement national. On en a parlé souvent ici lorsque vous êtes venu, Antoine Ravard, et avec d'autres représentants des candidats. On voit, le dernier sondage ce matin donne plus de 32% d'intention de vote. Alors là encore, on va prendre ça avec grande prudence. Il s'agit d'un sondage, encore 3 semaines avant le vote. Mais je vous avais posé la question, je vous la repose finalement. Est-ce que y a beaucoup d'inquiétudes au Parti socialiste, à la place publique, lorsque vous voyez ces chiffres importants du Rassemblement national qui tend aussi à s'étendre ici en Bretagne, alors c'était pas sa terre d'élection? Il y a beaucoup de détermination de notre côté pour faire face effectivement à la montée du Rassemblement national en France et des extrêmes droites en Europe. Puisqu'encore une fois, puisque c'est une élection européenne, permettez-moi, je vais d'étendre le spectre. Mais effectivement, malgré toute la bonne dynamique que nous avons ici en France derrière Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste, nous nous dirigeons vers un scénario où en juin, le Rassemblement national devrait réaliser un score historique et nous le combattrons jusqu'au dernier jour, jusqu'au 9 juin. La priorité de tous les militants et tous les militants du Parti socialiste qui militent pour Raphaël Glucksmann, ce sera d'aller sur le terrain expliquer que le Rassemblement national, que Jordan Bardella sont une arnaque. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que Jordan Bardella, c'est l'un des députés européens les moins présents au Parlement européen ces 5 dernières années. 21 amendements déposés en 5 ans. Quand la moyenne d'un député européen, c'est entre 2 et 3 000. 0 rapport, 0 commission dirigée. Il n'a rien fait. Même les députés européens étrangers, membres de la même commission que lui, dans une enquête qui avait été réalisée en Allemagne, je crois, disaient qu'ils ne savaient pas qui c'était. Tellement il n'était jamais présent. Et on le voit dans les débats. Dans les débats, le Rassemblement national est toujours capable, par des artifices de communication, d'être impressionnant. Mais dès que l'on va sur le fond des sujets, et Raphaël Glucksmann l'a fait dans un débat avec Jordan Bardella, il n'est plus capable de rien parce que ce parti ne travaille pas. Ce parti ment aux Français, il dit l'inverse de ce qu'il vote. Il dit qu'il défend les entreprises françaises, mais il a voté contre la directive devoir de vigilance à Bruxelles, portée par Raphaël Glucksmann, qui protège nos entreprises de la concurrence déloyale. Il dit qu'il est pour l'augmentation du revenu des Françaises et des Français, mais ses députés à l'Assemblée nationale ont voté contre la hausse du SMIC, ils ont voté contre la hausse des petites retraites, contre la hausse des retraites des agriculteurs et des paysans, et on sait que ça nous concerne ici. Mais je veux aussi dire un mot de la menace fasciste en Europe. Parce qu'il y a 15 jours, les alliés de Jordan Bardella, eux, vous nous expliquez ici qu'il y a eu une dédiabolisation, mais les alliés de Jordan Bardella en Allemagne ont manifesté à Milan, plus de 2000 personnes, le bras tendu, en faisant des saluts fascistes et en marchant au pas. Et c'est ça la réalité de la menace fasciste en Europe. Et surtout, c'est avec ces gens-là que le Rassemblement national français travaillera à Bruxelles et qu'il travaille déjà en réalité à créer une internationale fasciste. Est-ce que le climat que l'on a aujourd'hui en France et plus largement en Europe, alors avec cette montée du populisme, mais aussi en France avec on allait dire le fait que le conflit israélo-palestinien s'invite aussi dans la rue, on pense à Sciences Po, on voit LFI qui est monté au créneau, est-ce que finalement on parle plus d'autre chose que d'Europe ? Dans cette campagne, oui, malheureusement, je vous le disais, Raphaël Glucksmann est probablement l'un des seuls candidats à faire le choix de parler d'Europe aux Françaises et aux Français, parce que nous, c'est notre manière de faire de la politique. On veut faire de la politique avec sincérité, en parlant à l'intelligence collective, l'intelligence des Françaises et des Français, plutôt que de parler à leur cœur, de parler à leur peur et à leur haine. Et c'est ce que font aujourd'hui, évidemment, très largement l'extrême droite, mais aussi, il faut bien le dire, dans cette campagne des élections européennes, la liste de Jean-Luc Mélenchon, qui a perdu tout sens commun. Absolument tout sens commun. La liste de la France insoumise est dans une dérive totale où son seul objectif est de violenter la vie politique pour fracturer la société en espérant, par je ne sais quel calcul cynique, récupérer une fracture de cette société. Nous sommes là pour unir la société, l'unir sur un projet réellement de gauche, réellement
progressiste, un projet de puissance pour l'Europe, un projet de révolution écologique et un projet de progrès social. On parlait de François Mitterrand tout à l'heure. Il y avait eu cette, j'allais dire, c'était pas une poignée de main, c'était Helmut Kohl et François Mitterrand, la photo est restée célèbre, qui se tenaient la main, tout à fait. Symbole de l'union franco-allemande et de l'Europe. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que les Allemands font un peu cavalier seul. Comment les faire revenir, allez, j'allais dire, à plus de raison? Alors, je ne sais pas si ce sont les Allemands qui font cavalier seul. Ce qui est sûr, c'est que il y a aujourd'hui moins d'unité dans ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Mais déjà, il faut être lucide, le couple franco-allemand, ce mot de couple n'existe qu'en français. En allemand, on parle d'un partenariat franco-allemand. Vous voyez déjà que l'historique de la relation est présenté d'une manière différente. Il y a effectivement, nous, de notre côté, un désaccord, y compris avec le gouvernement allemand actuel. C'est la volonté du retour des politiques néolibérales que nous combattons. Les députés, les eurodéputés socialistes et places publiques français ont voté contre le retour de l'austérité à Bruxelles et nous voterons pour augmenter le budget européen, pour augmenter les impôts sur les multinationales, sur les plus riches, sur les super profits. Et cela, nous le ferons, je l'espère, main dans la main avec l'Allemagne. Maintenant, pour vous répondre plus précisément, il y a aussi malheureusement bien souvent, et en vérité presque tout le temps, un cavalier seul d'Emmanuel Macron en Europe. Emmanuel Macron, si aujourd'hui la France paraît esselée ou paraît distante de l'Allemagne, c'est la première des responsabilités, c'est la sienne. Lorsqu'il dit au début de la guerre en Ukraine qu'il ne faut pas humilier la Russie, finalement, alors qu'à ce moment-là, tous les pays, dont l'Allemagne, sont en train d'aider massivement l'Ukraine. Et puis, lorsqu'il change complètement son fusil d'épaule en 18 mois et qu'au mois de mars de cette année, il nous dit qu'il n'exclut pas d'envoyer des hommes au sol sans avoir consulté aucun de ses alliés, ni les Allemands, ni les Britanniques, ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les Américains. Aucun des alliés de la France n'est consulté à chaque fois avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole. La réalité, c'est que ça aboutit à un isolement de la France dans l'Union européenne sur toutes les questions internationales. C'est le cas sur Gaza, c'est le cas sur l'Ukraine, et c'est le cas là sur la manière dont on accueille le président chinois en grande pompe dans le village de vacances d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas qui a envie d'emmener un dictateur, et excusez-moi, un dictateur convaincu de génocide du peuple ouïghour, dans le village de ses vacances pour lui montrer où il était avec sa mamie quand il était petit. C'est ça que vient de faire Emmanuel Macron. Et cette diplomatie-là, elle est incompréhensible pour nos alliés en Europe. C'est pour ça que la France est esselée aujourd'hui dans l'Union européenne. Et Ursula von der Leyen était à la table des discussions à Paris, lorsque Xi Jinping, le président chinois, est arrivé. Est-ce qu'on peut imaginer que les discussions ont dû être un petit peu âpres entre le dirigeant chinois et la représentante de l'Europe? On a eu l'impression d'une forme d'absence de la France. Je l'espère que les discussions ont été âpres, parce que la Chine, c'est un rival, un concurrent, et puis parfois même un adversaire. Par contre, on ne peut pas faire sans aujourd'hui au niveau géostratégique. Il ne s'agit pas de faire sans, il s'agit d'accepter que le commerce international existe, mais d'arrêter de croire dans une religion passée qui est celle du néolibéralisme, qui consisterait à penser qu'il faut faire du libre-échange permanent. Je vais vous donner un seul exemple. J'étais avec le candidat Raphaël Glucksmann lorsqu'il s'est déplacé non loin d'ici, à Carquefou, dans une usine qui s'appelle Systovi, qui faisait des panneaux solaires. Parce que la France était leader du panneau solaire il y a 15 ou 20 ans, avec une technologie qui était née ici, et nous avions des entreprises capables d'assurer l'ensemble de la chaîne de production. Aujourd'hui, Systovi a fermé, depuis que nous y sommes allés il y a 6 semaines. On en a parlé il reste, sur l'antenne. Il reste une seule entreprise de panneaux solaires en France. Et les panneaux solaires que nous avons en Europe sont à 98% produits en Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine inonde le marché européen en vendant à perte. Les prix ont été coupés par 4. Rien qu'en 2023, les prix ont été divisés par 4. Parce que l'État chinois subventionne les panneaux solaires chinois de manière à faire de la concurrence déloyale et à écraser les entreprises européennes et américaines qui ne sont pas capables de produire à ce prix-là. Évidemment. Dans le même temps, il faut le préciser parce que c'est loin d'être anecdotique, les panneaux solaires chinois, s'ils sont si peu chers, c'est parce qu'ils sont subventionnés de deux, c'est parce qu'ils sont produits par des personnes ouïghours réduits en esclavage dans le Xinjiang, lorsqu'ils ne sont pas également stérilisés ou assassinés par le régime chinois. Donc c'est ça le régime chinois. Donc pour revenir à votre question, oui, j'espère que les discussions ont été âpres, parce que si elles ne l'ont pas été, c'est le déshonneur de l'Europe. La Chine avec cette hégémonie économique, la Russie avec la guerre, on a aussi les États-Unis avec les élections à mi-mandat et Donald Trump qui donne de la voix d'ailleurs depuis quelques jours, depuis hier d'ailleurs où Joe Biden a déclaré ne plus vouloir livrer en tout cas toutes les armes demandées par Israël dans le conflit avec le Hamas. Est-ce que si Donald Trump arrive en novembre,
c'est possible. Est-ce qu'il va falloir que l'Europe se blinde, si vous me permettez le terme, et particulièrement au niveau défense, puisque Donald Trump a très clairement dit que bien la défense européenne, ce serait l'Europe qui l'assumerait et plus les États-Unis. Oui, effectivement, il y a un risque majeur pour l'Union européenne, c'est l'élection de Donald Trump en novembre prochain. C'est pour cela que nous portons, je vous le disais tout à l'heure, le passage à l'âge adulte de l'Union européenne. L'Union européenne doit réinvestir massivement dans sa défense. Nous, je vous l'ai dit, on propose un fonds européen de défense doté de 100 milliards d'euros par an pour relancer cette industrie de défense en France, évidemment, où elle est déjà très forte, mais aussi ailleurs en Europe. Nous proposons aussi, parce qu'on appelle un Buy European Act, c'est-à-dire d'orienter la commande publique de défense vers les entreprises européennes. Nous proposons de saisir les avoirs gelés des milliardaires russes. Il y a 206 milliards de dollars de Russes gelés dans les banques européennes. Mais aujourd'hui, ils sont simplement gelés. Nous proposons de les saisir et de les attribuer au financement du soutien à l'Ukraine. Parce que la guerre que mènent les Ukrainiens, ils ne la mènent pas seuls, ils la mènent en notre nom. Parce qu'il faut que chacun en soit conscient. Si nous abandonnons l'Ukraine ou si l'Ukraine s'écroule, la Russie ne s'arrêtera pas. Et pourquoi on dit cela? Parce que la Russie, elle fait déjà plus que l'Ukraine. C'est désormais prouvé que la Russie est une entreprise de déstabilisation de nos démocraties par des cyberattaques, par des fake news. Vous vous souvenez de ces étoiles de David taguées dans les rues de Paris où il a été prouvé que c'était bien une cellule des services de renseignement russes qui avait fait cela pour contribuer à la hausse des tensions sociales dans la société française. C'est ça les ingérences russes. Et l'Europe doit se doter d'une puissance également sur ces sujets précis de la cybersécurité, du renseignement, de la lutte contre les ingérences pour faire face à la Russie qui est aujourd'hui clairement un ennemi de l'Union européenne. Des ingérences qui sont presque marquées depuis quelques jours, depuis quelques semaines, sur cette campagne aussi des élections européennes. On voit beaucoup de choses, beaucoup de fake news qui passent sur les réseaux, même si les médias, on va dire traditionnels, les vieux médias, allez, n'ayons pas peur des mots, tels que la radio, la télévision essaient de démonter ces fake news. Il y a un outil puissant que sont les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, il y aura tout un travail de réflexion autour de ces fameux réseaux sociaux au niveau de l'Union européenne ? Tout à fait, je vous remercie de poser cette question, c'est absolument essentiel. D'abord, dire une chose, c'est que l'Europe a avancé. Et c'est aujourd'hui le continent le plus protégé parce que dans le mandat qui s'achève, il y a eu deux textes importants qu'on appelle, un peu barbare, le DMA, Digital Market Act, et le DSA, le Digital Services Act, dont l'un lutte contre les monopoles des GAFAM dans le domaine des réseaux sociaux et de l'Internet, donc c'est extrêmement important. Ça permet d'ouvrir la place à des entreprises européennes. Et l'autre lutte contre le fait que ces réseaux sociaux véhiculent des messages à caractère raciste, homophobe, xénophobe, pédopornographique, tous ces sujets dont on comprend bien la nécessité de les interdire. Donc ça, c'est le premier point, l'Europe a fait. Le deuxième point, c'est que Raphaël Glucksmann est là encore à la pointe de ce combat. C'est lui qui a été président et qui a fait créer la commission sur les ingérences étrangères en Union européenne à Bruxelles. C'est lui qui l'a dirigé, c'est lui qui en a dirigé le rapport. Et aujourd'hui, c'est lui qui demande à Bruxelles, après avoir quitté son compte TikTok, une commission d'enquête à Bruxelles sur TikTok. Vous savez, TikTok, c'est ce réseau social utilisé par plus de 20 millions de jeunes Français. 20 millions de Français d'ailleurs, tout simplement, mais dont la majorité des adolescents de notre pays, et dont aujourd'hui il est à peu près certain que les données sont récupérées par le régime chinois en notre défaveur pour évidemment utiliser toute cette masse de données dans l'intérêt du régime chinois. Or, je le disais, ce qui est de l'intérêt du régime chinois est très rarement de l'intérêt de l'Union européenne. Donc nous demandons une commission d'enquête, et s'il le faut, il faudra interdire TikTok purement et simplement. Je rappelle que ce que je dis là n'est pas révolutionnaire, puisque l'Union européenne interdit déjà à l'ensemble de ses fonctionnaires, comme le gouvernement français, interdit à l'ensemble de ses fonctionnaires d'utiliser TikTok. Alors là aussi c'est difficile parce qu'il y a un autre discours, celui des médias, les médias mainstream, nous autres, les médias traditionnels qui utilisons les réseaux sociaux, y compris TikTok. Bretagne 5 est sur TikTok, je fais la parenthèse. Voilà, donc sans doute que nos données sont parties bien au-delà de l'Europe. On voit d'autres médias, d'autres grandes stations de radio françaises ou des télévisions qui utilisent TikTok aussi pour avoir un autre rapport, c'est-à-dire essayer de convaincre les jeunes, par exemple, d'aller voter pour les élections européennes. Voilà, donc là aussi, il y a une forme de dichotomie.
Je vois pas la dichotomie parce que là, ce que vous mentionnez, en fait, c'est pas TikTok, c'est le réseau social. Justement, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a déjà fait l'Europe, et il faudra faire davantage en investissant dans les champions européens du numérique de demain, avec toute la filière qui va avec. Et on est bien placé ici en Côte d'Armor pour savoir l'importance d'une filière du numérique. On sait qu'on n'est pas très loin de Lannion, notamment ici. Il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur, et on sait que si l'Europe investissait, il y aurait tant à faire dans le Trégor sur le numérique. Mais pour revenir aux réseaux sociaux, ce qui est important, c'est l'outil. C'est pas le fait qu'il soit chinois. Cet outil-là, il dessert les intérêts de l'Union européenne. Et si cela est prouvé, moi je suis pour faire comme les États-Unis l'ont dit récemment, où il y a une loi qui a été votée aux États-Unis à la Chambre des représentants, elle doit maintenant passer au Sénat, obligeant TikTok à vendre ses activités américaines à des investisseurs américains. Pour TikTok qui vient de porter plainte d'ailleurs. Exactement. Mais ensuite, ça permettra à l'État américain de surveiller que les données sont bien stockées sur le territoire américain et qu'elles ne sont pas utilisées à des fins d'ingérence étrangère. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette garantie et c'est absolument intolérable que les données des Françaises, des Français, des Européennes et des Européens puissent être utilisées par un régime concurrent contre nos propres intérêts. Donc cela, il faudra que ça change. Et si ça ne doit plus être TikTok, mais que ça doit être un réseau social européen ou mieux encore français, mais on va dire européen, eh bien on en sera ravis. On pense aussi, alors on va remonter très loin dans l'histoire, au plan calcul qui fut à l'époque le fameux plan mis en place par le général de Gaulle, hein, ça va pas nous rajeunir, mais s'il faut aujourd'hui une forme de plan calcul finalement, une grande volonté européenne d'émerger un petit peu sur ces nouvelles technologies. On pense aussi à l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a de retard finalement là, sur ces sujets-là ? On a pris du retard, oui, parce que, comme je le disais, nous avons cru que le néolibéralisme était toujours un régime économique à la mode. Or, plus aucun pays parmi les grandes puissances ne le respecte. Je disais tout à l'heure, la Chine subventionne à outrance ses productions économiques de manière à ce qu'elles inondent le marché mondial. Les États-Unis ont fait, là, avec Joe Biden, président très progressiste, un plan d'investissement de 370 milliards injectés dans l'économie. C'est l'IRA, l'Inflation Reduction Act, pour soutenir le développement de leur industrie. C'est exactement la même chose qu'il nous faut. Il faut une IRA européenne, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe comble son déficit d'investissement qui est estimé à 400 milliards d'euros par an, rien que pour mener, nous, ce que nous appelons la révolution écologique. Donc il faut créer des fonds d'investissement européens, il faut planifier les investissements que nous allons mener dans l'industrie de défense, dans l'industrie énergétique, dans le numérique, la santé. Voilà les priorités qui doivent être celles de l'Union européenne. Pour ça, il faut un fonds d'investissement dans la transition écologique, je le disais, avec 400 milliards d'euros par an, un fonds d'investissement dans la défense à 100 milliards d'euros par an, et puis il faut soutenir par la commande publique. Je le disais, il faut que la commande publique soit prioritairement orientée vers les entreprises européennes. La commande publique marchée par l'Union européenne, seulement un quart va à des entreprises européennes, c'est-à-dire que 3/4 de ces milliards d'argent public servent à financer des entreprises étrangères. C'est inacceptable. Il faut que cette commande publique aille vers nos entreprises et il faut qu'on ait une vraie stratégie du fabriqué en Europe. Il faut que sur nos étiquettes, on puisse lire un jour Made in Europe de manière générique. Et c'est l'objectif que l'on veut se donner, retrouver de la puissance économique, parce que cette puissance économique, elle est au final très concrète. Ce sont des emplois, ce sont des meilleurs revenus, ce sont des meilleures qualifications professionnelles, et puis c'est davantage de financement de nos services publics pour nos territoires ici, dans notre vie quotidienne. Alors maintenant, il faudra faire bouger les mentalités. 27 pays, c'est pas simple à faire bouger. D'autant qu'on peut être peut-être amené à être un petit peu plus en Europe. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure qui frappe à la porte de l'Europe. On pense aussi à la Moldavie, menacée par la Russie, déstabilisée par la Russie, qui a envie de rejoindre l'Europe. Est-ce que c'est prudent d'agrandir l'Europe? Ma question est un brin provocatrice, mais est-ce que c'est prudent d'agrandir l'Europe comme ça à outrance? D'abord, nous voulons réunifier l'Europe, parce qu'en vérité, les pays que vous citez sont en Europe, ils sont sur le continent européen, ils partagent notre culture et surtout, ils partagent notre idéal. Moi, je posais la question de la prudence. Je vous dis que oui, c'est prudent pour une raison simple, c'est que nous avons des ennemis à l'Est, et la Russie le démontre. Et que aujourd'hui, l'Ukraine, par le combat qu'elle mène, le combat que mènent les Ukrainiens, et ici on a beaucoup de réfugiés, des Ukrainiennes avec leurs enfants notamment, dont les maris, les frères, les pères sont au front quand ils ne sont pas malheureusement décédés, puisque nous en sommes à évidemment plusieurs dizaines de milliers de morts ukrainiens. Ils mènent un combat au nom de l'ensemble de l'Europe, un combat pour la démocratie. Mais moi je vais vous le dire, et il faut le dire
franchement, les Ukrainiens aujourd'hui, même non adhérents, non membres de l'Union européenne, ils sont bien plus européens dans l'âme que ceux qui, en France, vous expliquent qu'il faudrait les abandonner et se coucher devant Vladimir Poutine. Se coucher devant une dictature, ce n'est pas être européen. C'est ce que fait l'extrême droite ici en France, en Italie, en Allemagne, partout, malheureusement, dans cette Europe. Par contre, ce que font les Ukrainiens, en dehors des frontières européennes, mais combattre pour la liberté, combattre pour la démocratie, combattre pour l'égalité et combattre pour l'idéal européen, c'est profondément européen et je crois que oui, il faudra les intégrer lorsqu'ils auront gagné la guerre, lorsque nous aurons établi les conditions nécessaires à la rentrée, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de déstabiliser l'Europe, il s'agit de nous renforcer. Et pour terminer en répondant à la première partie de votre question, oui, si nous avons davantage de membres, il faudra changer les règles. Nous voulons élargir l'Europe, réunifier l'Europe en intégrant quelques derniers pays avant de clôturer ce processus d'élargissement. Mais pour ça, il faudra un traité qui révisera le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Nous sommes pour que l'Union abandonne la règle de l'unanimité pour aller à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, donc c'est-à-dire plus qu'une majorité classique, mais qui permettrait effectivement d'avancer plus rapidement. Et nous le voulons notamment en matière fiscale, en matière de défense et en matière d'affaires étrangères, de manière à ce que l'Europe puisse être plus réactive et parler plus vite dans les crises. Une meilleure diplomatie européenne, on a l'impression qu'elle a eu du mal à se mettre en place. La diplomatie européenne, là aussi, il faudra renforcer ce point. Oui, il faut renforcer la diplomatie européenne. Comme je le disais tout à l'heure, la personnalité notamment d'Emmanuel Macron n'aide pas à avoir une diplomatie européenne, puisqu'il prend des positions d'ailleurs parfois contraires avec ce qu'il a pu prendre quelques semaines plus tôt, mais ça c'est les contradictions propres au personnage, mais surtout il les prend sans aucune coordination avec les alliés historiques de la France et notamment en Europe de l'Ouest. Et par effet de ricochet, si j'ose dire, l'individualité d'Emmanuel Macron sur la scène internationale affaiblit la parole de l'Europe. Et quand il nous a parlé d'ambiguïté stratégique pour dire que nous enverrions peut-être des soldats au sol, d'une part, je rappelle, nous en sommes absolument opposés, mais surtout, il n'a fait que démontrer à la Russie que finalement les États européens n'étaient pas unis sur ce sujet. Et donc, il faut commencer, je crois, par avoir des présidents de la République en France qui jouent davantage le jeu de la diplomatie commune. Alors, on va pas se projeter en 2027, mais enfin, on imagine déjà d'abord les européennes. Voilà, mais on imagine déjà qu'on y pense dans les états-majors, mais ça, ce sera une autre histoire, comme l'on dit. Un dernier mot, toujours sur cette ambiguïté avec le poste de la France, en tout cas le siège de la France au Conseil de sécurité, dont Emmanuel Macron pourrait faire don, si j'ose dire, à l'Europe. Ça ne fait pas l'unanimité ici en France. Et puis il y a la force de frappe nucléaire, en tout cas la défense nucléaire pas loin de chez nous à l'île Longue, là aussi qui pourrait être mise à disposition de l'Europe. Est-ce qu'il faut que ça reste français finalement, et ce siège et cette défense nucléaire, ou est-ce que l'Europe doit en profiter? Alors il y a deux choses. D'abord, sur le nucléaire, il y a deux parties en réalité dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Le premier, c'est de dire que la dissuasion nucléaire française, et donc les armes nucléaires françaises, incluent dans leur périmètre l'ensemble de l'Europe. Là, il n'y a rien de nouveau. Depuis le général de Gaulle, l'Europe est définie très concrètement en termes militaires comme un intérêt vital de la France, ce qui veut dire que si un allié européen de la France est attaqué, la France se réserve la possibilité d'utiliser sa dissuasion nucléaire. Ça existait déjà. Mais c'est pas ça que nous dit Emmanuel Macron. Effectivement, Emmanuel Macron a mis dans le débat le fait qu'on pourrait partager la responsabilité de l'utilisation, c'est-à-dire du choix. Et ça, nous y sommes absolument opposés, parce que la dissuasion nucléaire, c'est une arme à la disposition de l'armée française, mais c'est aussi une culture. Nos généraux, nos grands militaires français sont formés à la gestion de la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas le cas des autres pays. Il n'y a donc pas de quoi partager cette responsabilité. Sur le siège à l'ONU, là encore, le président de la République a parlé tout seul, trop vite et sans consulter personne. La France a un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La question n'est absolument pas de partager son siège. Elle serait éventuellement de donner des sièges à certains pays supplémentaires, dont l'Allemagne, ou des pays en développement qui ont acquis la puissance nécessaire pour être des puissances d'équilibre dans leur région. Je pense au Brésil, à l'Afrique du Sud, à l'Inde, qui en ont déjà fait la demande. Et là, la réflexion pourrait se poser. Mais c'est un débat qui est loin. Restons sur les européennes, restons sur le 9 juin. Il faut que l'Europe se donne les moyens de sa puissance le 9 juin. Et c'est là-dessus que l'on va terminer. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti socialiste des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci et à très vous. belle journée. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.